Alors nous voici de retour pour la 33e conférence des CLI. Bonjour Sébastien Farin. Bonjour. Alors vous êtes directeur dialogue et prospective de l'Andra et à votre côté Anne-Cécile Rigaille. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe de l'ASN et vous êtes spécifiquement chargée des sujets techniques et notamment de la gestion des déchets radioactifs. Alors on parle donc toujours d'actualité. Avec vous, on va effectivement examiner l'actualité de CIGEO, le projet de stockage profond de déchets radioactifs en Meuse et Haute-Marne. Vous pouvez désormais tout de suite poser vos questions. On a des porte-paroles qui sont présents et notamment Jean-Michel Romary d'Orano, directeur de la programmation stratégique démantèlement et déchets à Orano, qui pourra répondre à vos questions également. Mais d'abord, Sébastien Farin, donc directeur dialogue et prospective de l'Andra. On vous écoute pour 7 minutes. Merci beaucoup. Comme il a été question d'anniversaire lors de la séance d'ouverture, je vais en profiter. Dans quelques jours, l'Andra va fêter ses 30 ans. Bon anniversaire. Et donc voilà, donc l'Andra qui est l'établissement public qui gère sur le long terme les déchets radioactifs et qui a donc été créé il y a 30 ans pour les plus sachants. On a été créé au sein du CE en 1979, mais en 1991, les parlementaires ont souhaité rendre cet établissement indépendant des producteurs de déchets. Alors pour CIGEO, avant d'entrer un petit peu dans l'actualité du projet, je vais commencer juste par donner quelques rappels. Le projet de centre de stockage CIGEO, c'est le centre qui vise à prendre en charge pour une gestion à long terme les déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue, qui sont les déchets les plus radioactifs, qui représentent un faible pourcentage du volume des déchets qui sont déjà produits, environ 3%, mais qui concentrent une grosse partie de la radioactivité de ces déchets radioactifs. Comme ces déchets sont des déchets qui sont dangereux et très dangereux pendant des périodes de temps très longues, il est nécessaire de mettre en place des solutions de gestion qui soient adaptées. Et donc le projet CIGEO vise à placer ces déchets à 500 mètres de profondeur dans une couche d'argile, d'une part pour les isoler de la surface sur le long terme, c'est l'intérêt donc de cette profondeur, et puis de confiner la radioactivité grâce aux propriétés de la couche d'argile qu'on trouve en Meuse-Haute-Marne et qu'on étudie depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années au sein du laboratoire souterrain que l'Andra a construit sur la commune de Bure, à la frontière de la Meuse et de la Haute-Marne. Ce projet s'inscrit dans une logique qui a été édictée par le Parlement, avec notamment 3 lois. Et notamment la dernière qui vise à préciser les conditions de réversibilité de ce stockage, puisque avec CIGEO, il s'agit pour notre génération d'assumer notre responsabilité et de proposer une solution de gestion à long terme qui ne nécessitera pas d'impliquer les générations futures dans la gestion des déchets radioactifs. Néanmoins, avec cette notion de réversibilité, on ne préempte pas aussi les décisions futures des générations futures et on leur laisse la possibilité de pouvoir intervenir sur le centre de stockage. Voilà pour cette petite présentation très rapide d'un sujet que beaucoup d'entre vous connaissent certainement déjà. Pour ce qui concerne les actualités du projet CIGEO, elle est relativement riche puisqu'en 2021, tout d'abord, on a eu toute la procédure de demande de déclaration d'utilité publique du projet qui a conduit notamment à une enquête publique qui s'est tenue entre septembre et octobre. Et dans les jours qui viennent, nous attendons le retour de la commission d'enquête suite à cette enquête publique qui a fortement mobilisé le public avec plus de 4000 contributions sur le site internet de l'enquête publique. 2021, c'est aussi la préparation de l'année 2022. Et pour nous, c'est la préparation de la demande d'autorisation de création de l'installation que nous déposerons vraisemblablement dans la première moitié de l'année 2022 pour engager une instruction que l'on sait qui va durer 3 à 5 ans, une longue instruction compte tenu du fait que c'est une installation qui est relativement unique. Pour compléter et pour terminer ce propos introductif, 2021 c'est aussi une année particulière puisque nous avons, dans la suite du débat public qui a été conduit en 2013 sur le projet CIGEO, engagé une démarche de concertation sous la houlette de garants désignés par la CNDP. Et en 2021, on a conduit une démarche de concertation qui visait notamment à regarder 2 sujets importants. Le premier, c'est la question de la gouvernance de l'installation,
comment on associe et quand le public, les parties prenantes aux différentes décisions importantes qui doivent jalonner le projet, qui est un projet au long cours. Ça, c'est la première partie. Et la deuxième partie, c'est sur la phase industrielle pilote, qui est le début de l'installation, qui pendant 15, 20 ans, il faut encore préciser ces éléments-là, va faire l'objet d'un suivi plus particulier. Et dans la logique de la production par l'ANDRA, au bout d'un certain temps, d'un rapport qui sera remis au Parlement, pour que le Parlement puisse décider, comme l'indique la loi de 2016, des conditions de poursuite du projet. Ça veut dire qu'à l'issue de cette phase industrielle pilote, on décidera de savoir comment on continue ce projet. Est-ce qu'on modifie des choses? Est-ce qu'on le poursuit? Est-ce qu'éventuellement on l'arrête? C'est le Parlement qui pourra fixer ces conditions. Ces concertations sont toujours en cours. Elles doivent alimenter le dossier de demande d'autorisation de création. Et pour les CLI qui souhaiteraient pouvoir en discuter et apprécier un peu plus la démarche, l'ANDRA est à leur disposition pour venir présenter le projet CIGEO, mais aussi tout ce qui relève des autres déchets radioactifs. Merci beaucoup, Monsieur Farin. Alors, je me tourne vers vous. Madame Rigaille, donc directrice générale adjointe de l'ASN. Comment est-ce que le dossier CIGEO avance à l'ASN ? Alors l'ASN a eu l'occasion, début 2018, de rendre public son avis sur les options de sûreté qui avaient été proposées par l'ANDRA. C'était un avis globalement positif. On avait souligné à l'époque que le dossier présenté par l'ANDRA présentait un bon niveau de maturité pour des options de sûreté et qu'un certain nombre de propositions techniques qui nous étaient faites pour ce futur stockage recueillaient notre approbation. C'était également l'occasion de signaler un certain nombre d'études qu'il fallait continuer de mener. Des études un peu de deux ordres, des études techniques, un certain nombre de questions sur le comportement de la radioactivité dans l'argile, les scellements, les techniques de ventilation, des choses que l'ANDRA a continué de travailler ces dernières années. Également d'actualiser l'inventaire, c'est-à-dire les quantités et les types de déchets que l'ANDRA prévoit de stocker et également ce qu'on appelle la chronique, c'est-à-dire dans quel ordre et à quelle période de temps ils envisagent de stocker telle ou telle typologie de déchets. Et puis nous avions fait un focus particulier dans cet avis sur les déchets bitumés, qui sont des déchets qui présentent des risques particuliers, avec notamment des questionnements autour des risques d'incendie. Et on a engagé tout. C'est-à-dire qu'on a Alors, des déchets radioactifs qui sont dans du bitume. Voilà. En fait, c'est la méthode qu'utilisait l'industrie nucléaire pour gérer les effluents très radioactifs. C'est-à-dire qu'à un moment, les effluents très radioactifs, donc des liquides, étaient concentrés, la partie radioactive était concentrée, séparée, mise à part, et coulée dans du bitume pour devenir un déchet solide. Voilà, donc c'est une technique, on va dire, de conditionnement. Et donc cette spécificité de ces déchets les rend susceptibles, en cas d'incendie, à des surréactions possibles. Et c'est ce point-là, qui est un point scientifique et technique assez complexe, qu'on a demandé non seulement à l'ANDRA, mais également aux exploitants nucléaires producteurs de ces déchets, donc le CEA, Orano, EDF, de poursuivre des travaux de R&D assez rapidement pour pouvoir caractériser notamment ces déchets, savoir exactement ce qu'il y a dedans, et également mieux appréhender leur comportement en cas de situation accidentelle extrême. Donc ce travail se poursuit depuis lors. À l'ASN, donc, nous sommes dans l'attente du dossier de demande d'autorisation de création, tel que le disait M. Farin. Et pendant ce temps-là, nous poursuivons avec l'ANDRA des échanges techniques sur un certain nombre de sujets, les risques sismiques, l'organisation également du projet. Nous prêterons une grande attention à la manière dont l'ANDRA s'organise pour piloter ce projet de grande ampleur, qui est quelque chose de très différent finalement de ce que l'agence a eu l'occasion de faire jusqu'à présent. Et donc c'est vraiment un changement culturel et organisationnel profond qui est en cours, qui est mené par l'agence et auquel nous nous intéressons de près. Un important changement d'échelle, voilà. Donc il faut avoir l'organisation qui est adaptée. Parfait, très bien. Alors vous pouvez poser vos questions, n'hésitez pas à le faire en utilisant la fenêtre qui se trouve à ma droite pour nos intervenants. Alors vous posez une question par exemple, pourquoi une instruction après la DAC est-elle si longue alors que le projet est plutôt acté, je suppose que ça veut dire décidé? Est-ce que ça signifie qu'il y a encore des zones d'ombre?
La relation entre demande d'autorisation de création et instruction. Voilà, alors l'ASN en fait est une autorité administrative indépendante du gouvernement. Donc il y a des orientations de politique publique en matière de gestion des déchets qui soutiennent le développement du projet CIGEO. Mais nous, notre rôle à ce stade, ça va être d'en examiner la sûreté. C'est-à-dire on va regarder sur la base d'une conception très détaillée qu'aura faite l'ANDRA, qu'ils vont nous présenter. L'ANDRA va examiner un certain nombre de scénarios accidentels. Que se passe-t-il si tel et tel événement surviennent ? Comme M. Collet le rappelait, il y a une démarche de défense en profondeur, c'est-à-dire qu'on va imaginer que certains accidents, même improbables, vont survenir et voir comment ça peut être géré. Et donc tout ça constitue des études assez complexes qui ne nous ont pas encore été remises, puisqu'elles seront dans le dossier de demande d'autorisation de création. Et c'est ça qui justifie qu'avec l'appui de l'IRSN, nous allons passer plusieurs mois à nous pencher sur ces études, à demander certainement des compléments à l'ANDRA, à échanger, à avoir un dialogue technique. Voilà, donc ça, ce sera une partie... Donc la DAC, c'est pas l'autorisation. La DAC, c'est une demande d'autorisation. Voilà, tout à fait. Il y a une instruction qui vient avec cette demande. Et cette instruction comportera également une enquête publique. Et donc, à cette étape-là, l'ASN prendra en compte aussi les contributions du public sur ce dossier qu'ils auront l'occasion d'examiner également. Alors on parlait de changement d'échelle, puisque effectivement pour l'ANDRA c'est en soi un projet gigantesque, et puis pour l'ANDRA aussi. Et alors on nous parle aussi d'échelle, c'est Patrick Royanet qui pose la question. Gestion au long cours, nous dit l'ANDRA, quel euphémisme. Comment peut-on imaginer une gestion sur une période qui dépasse largement toute l'histoire connue de l'humanité? C'est vrai que là aussi on a des échelles assez considérables. C'est une particularité du sujet, d'une manière générale, des déchets radioactifs qui, même pour ceux qu'on appelle à vie courte, nécessitent des dispositions de gestion qui nous amènent sur plusieurs siècles. Dans le cas des déchets radioactifs qui sont concernés par CIGEO, on parle là de déchets qui sont très radioactifs et pour des durées qui sont très longues, plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc forcément, la mise en œuvre d'une solution de gestion qui puisse répondre à la nécessité d'isoler ces déchets sur des très longues périodes de temps, ce n'est pas quelque chose qui se fait d'un claquement de doigts. Et Anne-Cécile Rigal vient de rappeler que c'est des processus qui sont forcément nécessairement très longs. L'objectif de CIGEO, il est de faire en sorte qu'une fois qu'on a placé les déchets dans l'installation et qu'on a décidé de la fermer, seul le Parlement pourra d'ailleurs décider cette fermeture, c'est de ne plus nécessiter d'action humaine. Et donc c'est tout l'enjeu justement du projet CIGEO, c'est-à-dire c'est de ne pas dépendre de l'homme pour pouvoir avancer et sécuriser la gestion des déchets radioactifs. Et donc c'est vrai que les temps qu'on embrasse sont des temps qui sont très longs, et c'est d'ailleurs pour cela qu'on fait appel à la géologie, puisqu'on est dans une couche géologique qui a plus de 150 millions d'années et qui est stable depuis très longtemps. Et donc là, on embrasse des pas de temps qui sont déjà un peu plus en lien avec la durée de vie des déchets radioactifs concernés. Alors, dans le droit fil, Marie-France Vallat vous pose une question sur la réversibilité. Quelle est la signification de ce terme? Cette réversibilité avait également été mise en avant lors de l'enfouissement des déchets de classe 0 et 1 dans les galeries de Stockamine à Wittelsheim. Alors, la notion de réversibilité est une notion qui est apparue dès les années 1991, dès le début des activités de l'ANDRA en tant qu'établissement public, avec une notion d'un stockage réversible ou irréversible. Très rapidement, on s'est rendu compte que notamment les acteurs du territoire qui ont accepté d'accueillir le laboratoire en Meuse et Haute-Marne souhaitaient qu'il puisse y avoir une possibilité de récupérer les déchets. Et donc la notion de réversibilité, elle renvoie d'abord à cette notion de capacité à reprendre, si on le souhaite, ou si c'est nécessaire, les déchets radioactifs. Ça, c'est un premier point. Mais derrière la notion de réversibilité, il y a beaucoup plus, puisqu'il ne s'agit pas que d'avoir cette possibilité, il s'agit aussi de concevoir une installation progressive, qui est flexible, qui puisse s'adapter, avec des dispositions aussi de gouvernance particulières pour s'assurer que tout au long de la vie de l'installation, on puisse avoir une association large du public. Et donc c'est ce que recouvre cette notion de réversibilité qui inclut la récupérabilité. Par rapport à la question, il y a aussi la notion de savoir est-ce qu'on pourra mettre en œuvre ou pas la réversibilité.
c'est l'un des enjeux de la phase industrielle pilote que je soulignais tout à l'heure, et c'est aussi l'un des enjeux qui sera regardé par le Parlement, j'imagine, mais aussi par l'autorité de sûreté nucléaire ou l'IRSN, la capacité donc de récupérer les déchets une fois qu'ils ont été installés dans l'installation. Autre question de Dominique Boutin. Vous continuez, ou on continue, ou l'Andra continue de parler d'argile, alors que ce n'est pas un bon vocabulaire. Il y a une présence de carbonate de calcium, y compris dans la strate dite favorable, et les réactions possibles avec des éléments réactifs. Voilà, il y a la question de des réactions entre ces carbonates et les éléments réactifs n'a jamais eu de réponse, dit Dominique Boutin. Voilà. Mais on avance sans s'occuper de la faisabilité. Où est la gouvernance? Où est la place du public? Confiance et vérité pour l'interrogation. Alors cette couche d'argile, on la qualifie de couche d'argile. C'est vrai que les scientifiques la qualifient aussi d'une manière générale de couche d'argile. C'est une couche argileuse et c'est une argilite plus précisément. Argilite. Alors on pourra revenir sur le sujet. C'est une pierre, hein, c'est pas l'argile qu'on connaît. Qu'on malaxe et qu'on a l'habitude de manipuler lorsqu'on fait de la poterie. Voilà, c'est une roche sédimentaire qui est assez compacte. Alors on pourra revenir sur ce sujet peut-être, là ça va prendre un petit peu de temps, mais en tous les cas effectivement c'est ce qu'on appelle une argilite. C'est une roche qui est composée principalement d'argile. Les propriétés de cette roche sont étudiées notamment au moyen du laboratoire souterrain, mais pas seulement, depuis plus d'une vingtaine d'années. Et on sait que ces propriétés permettent de confiner la radioactivité. Et ces éléments ont aussi été évalués régulièrement depuis la création du projet par, encore une fois, les évaluateurs. Et donc, si on avance aujourd'hui, c'est qu'on a acquis la certitude qu'on pouvait compter sur cette roche pour confiner la radioactivité. Madame Riga, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est la démonstration de sûreté. C'est ça que vous regardez en priorité? Oui, tout à fait. Et c'est assis sur un programme notamment de R&D, c'est-à-dire c'est des sujets complexes, uniques, et donc dans ce domaine en particulier, le lien entre la recherche faite par l'Andra à Bure, la recherche faite par l'IRSN également dans ces installations, la recherche à l'international, le lien entre la recherche et ensuite ce que l'exploitant va nous proposer en termes de démonstration de sûreté, il est très important. Et c'est pourquoi le travail de l'Andra comporte un volet de R&D important que nous évaluons, que d'autres instances, notamment la Commission nationale d'évaluation qui est placée auprès de l'OPEX, évalue également et qui fait l'objet d'un dialogue. Une question de Christine Ellison-Massot. Comment l'Andra avance sur sa façon de prévenir les générations futures de l'extrême dangerosité du site? Avec 2 points d'interrogation. Avec 2 points d'interrogation. 2 questions, alors je vais essayer d'y répondre. Mais avec beaucoup de force. L'Andra a développé déjà depuis plusieurs années un programme qu'on appelle le programme pour les générations futures, qui permet de réfléchir à la mémoire. Comment on conserve la mémoire de l'installation? Alors on a déjà un retour d'expérience puisqu'on a déjà une installation qui était le premier centre de stockage sur lequel on a déjà constitué une mémoire. Alors cette mémoire, on essaye de faire en sorte qu'elle puisse vivre. Et alors pour la détailler, elle comporte un ensemble de documents qui sont archivés sur un papier particulier qu'on appelle un papier permanent avec des encres adaptées et elles sont placées d'une part sur l'installation et d'autre part aux archives nationales de France qui permet déjà d'avoir une mémoire de ce qui passait dans l'installation. Ensuite on constitue des mémoires de synthèse qui sont diffusées autour des installations. Dans le cas d'une installation comme CIGEO, on ne prétend pas pouvoir conserver la mémoire de l'installation sur plusieurs dizaines de siècles. L'enjeu, c'est de faire en sorte que cette mémoire puisse se transmettre le plus longtemps possible, puisqu'il ne s'agit pas d'oublier l'installation. Mais comme on sait qu'on ne pourra vraisemblablement pas se souvenir de l'installation pour toujours, la sûreté de l'installation, le confinement à long terme ne doit pas reposer sur cette mémoire. Et donc si on perd la mémoire de l'installation, ça ne remet pas en cause le principe du stockage et la sûreté de l'installation. Donc voilà, on travaille aujourd'hui, ça implique des programmes dans des sciences dures ou des sciences souples de différents horizons, mais aussi déjà les actions au niveau des territoires sur lesquels nous sommes présents, avec des groupes mémoire, et si les personnes sont intéressées, elles peuvent consulter notre site internet sur lequel on a constitué des groupes autour de chacune de nos installations avec des riverains volontaires qui viennent participer et réfléchir avec l'Andra à la manière de conserver la mémoire et de transmettre cette mémoire aux générations qui viennent, voire aux générations qui sont encore plus lointaines.
Comment est-ce qu'on administre l'installation une fois qu'elle est créée, etc. Quelle est la place que vous faites aux parties prenantes, au public? Est-ce qu'on a une idée de cela, une fois qu'on sera vraiment en exploitation? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la logique de la concertation qui est en cours sur la phase industrielle pilote et la gouvernance. C'est un travail qui est en cours. Nous allons faire des premières propositions issues déjà d'un dialogue avec les parties prenantes dans la demande d'autorisation de création qui sera déposée dans le courant 2022. Mais c'est quelque chose qui sera encore à préciser. La première chose, c'est qu'on l'oublie peut-être parfois, Cigéo sera une installation nucléaire de base et elle aura donc à ses côtés une CLI qui sera créée et qui viendra bien entendu suivre la vie de l'installation. Par ailleurs, comme c'est une installation un peu particulière et c'est déjà le cas aujourd'hui, elle fait l'objet de suivi, que ce soit à travers le plan national de gestion des matières et des déchets radioactifs, mais aussi au niveau du haut comité à la transparence et à l'information sur la sécurité nucléaire, qui a d'ailleurs décidé de mettre en place l'an dernier un groupe de suivi qui va avoir vocation à suivre l'installation dans la durée. Et donc l'enjeu pour l'ANDRA et puis l'ensemble des parties prenantes, c'est de décider de comment on associe le public tout au long de la vie de l'installation aux jalons importants, dans le respect des responsabilités de chacun, l'ANDRA étant bien entendu l'exploitant de cette installation, et c'est elle qui a la responsabilité de cette installation et de ses décisions, donc en l'occurrence. Il y a Patrick Royanet qui vous demande également, les géologues sont-ils capables de connaître les mouvements géologiques sur de si longues périodes? On a déjà beaucoup de difficultés à prévoir les séismes ou les volcans à court terme. Comment est-ce que vous faites? Alors, c'est vrai que les géologues, quand on leur parle des durées qui sont relatives à Cigéo, on leur parle de choses qui sont pour eux dans des espaces de temps relativement proches. On a une chance, c'est que quand on regarde la géologie et qu'on vient regarder l'empilement des couches géologiques, on a une capacité de connaissance des conditions dans lesquelles ces couches se sont déposées, de retracer l'histoire au-delà des caractéristiques physico-chimiques qu'on peut analyser en laboratoire. Et donc, lorsqu'on regarde le site sur lequel nous envisageons la construction du centre de stockage, je le disais tout à l'heure, on sait que c'est une couche qui s'est déposée il y a à peu près 150 millions d'années, un peu plus, qui est stable depuis 1 million d'années. C'est-à-dire que depuis 1 million d'années, il n'y a pas eu d'événements marquants, notamment en termes de séisme, puisque la question portait sur ce sujet-là. Et donc, on a une bonne vision du comportement au niveau de cette zone-là. C'est 1/10 des 100 000 ans dont vous parliez. C'est ça. Donc, alors c'est plutôt l'inverse. Les 100 000 ans dont je parlais, c'est vrai. 1/10 million d'années. Voilà. Donc voilà. Donc, mais ce sont des durées qui sont commensurables pour les géologues, qui eux manipulent des temps très beaucoup plus longs. Par ailleurs, il se trouve que le choix aussi de cette zone est une zone dans laquelle le bassin parisien est connu pour une zone où il y a relativement peu de séismes. Et voilà. Néanmoins, il faut aussi qu'on apporte la démonstration que l'installation sait, tout au long de son exploitation, résister à des séismes s'ils devaient survenir. Yves Lheureux vous dit il faut faire de la FIPIL une véritable étape décisionnelle, être capable de s'arrêter de faire un point et de décider si oui ou non le projet est viable. Rappelez-nous ce qu'est la FIPIL. Alors, la phase industrielle pilote que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'ANDRA propose que cette phase industrielle commence à l'horizon du début de la construction de l'installation, et la loi, le Parlement en 2016 a voté une loi qui précise que l'ANDRA devra remettre un rapport sur cette phase industrielle pilote pour que le Parlement puisse décider des conditions de poursuite du projet. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure et c'est exactement le travail que nous sommes en train de regarder aujourd'hui en associant les parties prenantes à nouveau pour définir ce que doit être cette phase industrielle pilote, puisqu'elle doit nous permettre de regarder un ensemble d'aspects et donc de fournir ensuite un rapport sur l'ensemble de ces sujets au Parlement. Alors peut-être de manière plus générale, on a quand même eu des annonces présidentielles concernant un avenir du nucléaire. On parle de PR2, on parle de petits réacteurs. Ça signifie des déchets peut-être d'une nature éventuellement différente de ceux qu'on connaît déjà d'une part. Et est-ce que ça signifie aussi des volumes supplémentaires? Jusqu'à quel point est-ce que les installations prévues peuvent s'adapter à ces arrivées de déchets radioactifs? Alors en termes de déchets, ça signifie effectivement, si on a plus d'installations, on aura plus de déchets. Ça, c'est une équation mathématique qui est implacable. Les caractéristiques des déchets qui sont concernés, on a parlé notamment de l'EPR2 tout à l'heure, le
ce sont des caractéristiques qui sont déjà similaires aux déchets qu'on a aujourd'hui à gérer. Donc ce sont des déchets qu'on connaît. Il n'y a pas de nouveaux déchets qui arrivent. La question fondamentale, c'est effectivement la capacité de gestion de l'ensemble de ces déchets radioactifs. Alors il y a certes CIGEO et les déchets de haute activité et de moyenne activité à vie longue. Nous travaillons sur l'adaptabilité de ce centre et son évolutivité, je vais y arriver, pour voir. Et donc, il n'y a aujourd'hui pas d'élément rédhibitoire si on devait construire plusieurs réacteurs supplémentaires. Pour rappel, le centre de stockage, lorsqu'on a commencé à travailler dessus, il y a encore une dizaine d'années, prévoyait un EPR à Penly, et cet EPR voilà, donc on sait s'adapter un petit peu. Par ailleurs, il y a aussi un autre enjeu, ce sont tous les autres déchets radioactifs, les déchets de faible et moyenne activité à vie courte ou les déchets de très faible activité dont il sera question cet après-midi. Et là, il y a vraiment des enjeux, mais qui seront sans doute discutés tout à l'heure, sur les solutions de gestion qu'on peut mettre en place pour venir en soutien des installations qui existent déjà, mais qui ne pourront pas prendre en charge tous les déchets radioactifs qui seront concernés. Avec les déchets à très faible activité dont on va parler, c'est des volumes importants, voilà, qu'il va falloir gérer. Ken vous demande, il me semble que un ou des centres d'enfouissement comparables ont déjà été mis en exploitation en Allemagne avec des complications, des pollutions des eaux souterraines à court terme. Pouvez-vous nous en parler? Merci. Alors, il y a aujourd'hui en particulier 2 installations qui existent et qui permettent de prendre en charge des déchets radioactifs. Il y a l'ancienne mine de Hasse qui est mentionnée dans la question en Allemagne. C'est un site qui a été utilisé après une exploitation minière pour placer des déchets et effectivement dans lesquels il y a aujourd'hui des infiltrations d'eau qui posent un certain nombre de problèmes. Ensuite, il y a une autre installation, si on veut être tout à fait complet, qui existe aux États-Unis, qu'on appelle le WIPP, dans lequel il y a des déchets qui sont aussi stockés. Bien sûr, on tient compte de ce retour d'expérience, des installations souterraines de prise en charge de déchets radioactifs qui existent. La particularité de CIGEO par rapport au WIPP ou à ASE, c'est que c'est une installation qui est spécifiquement créée et uniquement dédiée à cela. Donc ça, c'est une première réponse, c'est-à-dire qu'on ne vient pas réutiliser une ancienne mine, on crée une installation qui est uniquement conçue pour assurer ce confinement et cet isolement des déchets radioactifs sur le long terme. Une question à tous les deux. De Jean Dubouis qui vous demande aujourd'hui où sont stockés les déchets haute activité et moyenne activité vie longue. Est-ce que c'est plus ou moins dangereux que le stockage souterrain? Alors peut-être un petit point de vocabulaire. Quand on parle de stockage de déchets, on parle de la gestion finale, c'est-à-dire les mettre dans un endroit sans intention de les reprendre, voilà, pour que ce soit leur destination. Et là, c'est le cas de CIGEO. Et ça, c'est le cas de CIGEO, c'est le cas des centres de stockage qui existent déjà pour des déchets de plus faible activité. Les déchets de haute et moyenne activité à vie longue, ils ne sont pas stockés actuellement dans la tente de CIGEO, ils sont entreposés. Donc entreposés, c'est on met les déchets à un endroit avec l'intention ferme de les reprendre pour les emmener ensuite au stockage. Et donc les entreposages sont sous la responsabilité des producteurs de déchets. Donc ces déchets, ils sont entreposés chez Orano, chez EDF, chez le CEA. Dans quelles conditions? En fonction de leur colis, on va dire. Alors il y en a qui sont dans des puits, souvent dans des puits, les déchets de moyenne activité, pour isoler en fait les personnes de la radioactivité. Ce sont des déchets, ce sont des colis auprès desquels il ne faut pas séjourner longtemps quand on est un être humain. Voilà, donc on les entrepose un peu dans des endroits un peu protégés. L'ASN, dans ses missions, assure également le contrôle de la sûreté de ces entreposages et donc s'assure par l'autorisation de création puis par les réexamens périodiques de sûreté que le niveau de sûreté de ces entreposages est bon. Voilà. Parfait. Juste pour compléter, ce qui justement justifie le fait qu'on travaille sur des solutions de stockage à long terme, c'est que cet entreposage ne peut être qu'une phase transitoire. Parce que ce sont des installations qui ont été construites par l'homme, qui ont une certaine durée de vie, qu'il faut pouvoir reprendre, qu'il faut pouvoir surveiller, qu'il faut pouvoir suivre. Et l'enjeu
pour les activités de l'ANDRA, pour la gestion à long terme des déchets radioactifs, c'est de mettre en œuvre des solutions qui ne nécessitent pas d'action humaine dans la durée ou dans les très longues durées, de manière à ne pas reporter la charge des déchets radioactifs qui sont produits aujourd'hui ou qui sont déjà produits depuis plus d'une quarantaine d'années sur les générations futures. Donc il y a une notion de responsabilité, mettre en œuvre des solutions pour éviter de reporter la responsabilité de gérer ces déchets radioactifs aux générations prochaines. Alors, Laetitia Fogière vous affirme quelque chose. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-nous ce que vous en pensez. Inclure des déchets haute activité, moyenne activité, vie longue de nouveaux réacteurs à venir impliquerait de laisser CIGEO en fonctionnement ouvert 150 ans de plus. Avec les nouveaux réacteurs, les déchets qu'ils vont produire, 150 ans de plus d'ouverture ou de fonctionnement de CIGEO. Alors évidemment, si on doit stocker plus de déchets et que ces déchets viennent plus tard, il faudra... Voilà. Maintenant, encore une fois, il y a des choses qui sont en cours de discussion, elle a décidé, il faut qu'on regarde, et effectivement, ce sont des éléments qui sont à prendre en compte et qui sont d'ailleurs pris en compte dans les réflexions qui sont conduites aujourd'hui sur la manière dont cela peut avoir une incidence sur la gestion des déchets radioactifs dans son ensemble, encore une fois, parce qu'il n'y a pas qu'au CIGEO. Maintenant, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs et du coup il y a déjà un premier point, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'on a déjà des déchets radioactifs de haute activité et de moyenne activité à vie longue et que c'est déjà ces déchets dont il faut assurer une prise en charge sur le long terme et bien sûr en lien avec la PPE, en lien avec le PNGMDR et en lien bien sûr avec les différents acteurs de la filière et les évaluateurs. Il faudra regarder tous ces éléments-là pour voir quelles sont les incidences. Mais cela ne remet pas en cause le principe du stockage profond, qui est une solution de gestion à long terme pour les déchets qui sont les plus radioactifs et qui sont mentionnés ici. Parfait, merci beaucoup. C'était le point sur CIGEO. Je vous propose qu'on s'arrête là. Madame Rigaille, vous restez avec nous, vous aussi, bien sûr, Monsieur Farin, mais on va se tourner vers vous, Thibaut Michel. Merci d'être avec nous. On va faire un point avec vous sur la piscine d'entreposage centralisée à La Hague. Vous êtes justement chef de projet piscine d'entreposage centralisée chez EDF. Centralisé, c'est ce qui est centralisé, c'est l'entreposage, c'est pas la piscine. Présentez-nous donc ce projet. Merci pour cette introduction. Donc, comme vous le disiez, je suis Thibaut Michel, je suis le chef du projet au sein d'EDF. Et je vais commencer en projetant avec un mot sur le besoin industriel auquel répond ce projet de piscine d'entreposage centralisée d'EDF. Alors, ce qu'on voit sur le schéma qui est projeté, finalement, c'est le cheminement des combustibles. À l'origine, les combustibles sont produits à partir d'uranium naturel qui est enrichi. Puis ces combustibles sont utilisés dans les centrales. À l'issue de leur utilisation, ces combustibles sont entreposés quelques années. Et puis, ces combustibles à uranium naturel enrichi représentent à peu près 90% des combustibles qui sont actuellement utilisés. Donc ils sont entreposés quelques années et ensuite ils sont traités pour en extraire les matières valorisables qui représentent plus de 95% de ces combustibles usés. Et parmi ces matières, on a notamment le plutonium. Et le plutonium, on l'utilise pour fabriquer un autre type de combustible qui est le MOX, qui lui donc représente les 10 autres pourcents des combustibles qui sont utilisés pour faire fonctionner les centrales. Et ce combustible MOX, une fois qu'il est utilisé, celui-là, il ne fait pas l'objet à l'heure actuelle d'un nouveau traitement recyclage et donc il doit être entreposé dans la durée sur plusieurs dizaines d'années. Si bien qu'au global, quand on regarde le schéma, chaque année, on a de l'ordre de 1200 tonnes de combustible usé qui sont déchargés des réacteurs et donc qui arrivent en entreposage. Et à l'autre bout, on a environ 1100 tonnes, donc les combustibles à uranium naturel enrichi, qui partent en traitement pour être valorisés. Et finalement, en regardant ce schéma, on voit émerger les deux besoins auxquels répond le projet piscine. Le besoin de disposer d'une solution d'entreposage de longue durée pour ces combustibles qui ont déjà fait l'objet d'un premier recyclage, et puis le besoin de nouvelles capacités d'entreposage de combustibles usés à l'horizon 2030, qui est lié en fait à cet incrément annuel d'une centaine de tonnes de la quantité de combustible usé à entreposer. Alors c'est un besoin qui a été débattu et qui a été confirmé lors du débat public sur le PNGMDR, donc le Plan national de gestion des matières et déchets radioactifs, en 2019.
Et ce débat a également confirmé la pertinence du projet piscine pour répondre à ce besoin, et on a demandé la poursuite. Et donc ces décisions, à l'issue du débat sur le PNG-MDR, elles ont conduit EDF à, j'allais dire, franchir une étape supplémentaire en décidant du site d'implantation. Et le site qui a été retenu par EDF, c'est le site de La Hague, et plus précisément, et donc c'est ce qu'on voit à l'écran, une parcelle qui est située à l'ouest du site actuel d'Orano et qui deviendra propriété d'EDF. Alors, il y a plusieurs critères qui ont guidé le choix du site d'implantation. Il y a évidemment les caractéristiques techniques du terrain, avec les questions de sismicité, la qualité du sol, la qualité du sous-sol. Il y a également la disponibilité d'un foncier déjà industriel. Et puis aussi, il y a par exemple la présence dans le territoire d'un tissu industriel expérimenté, sur lequel s'appuyer pour conduire le projet. Donc le site de La Hague, il répond favorablement à l'ensemble de ces critères et il a un avantage particulier, ce site, c'est que environ 2500 tonnes des combustibles usés qui seront amenés à être entreposés dans la piscine d'EDF se trouvent déjà sur le site de La Hague, dans les piscines d'Orano. Et donc voilà, on minimise les transports pour ces combustibles-là. Je vais dire également un mot évidemment sur la sûreté. La sûreté, c'est la priorité du projet. Donc on est sur une installation qu'EDF conçoit selon les derniers standards de sûreté. C'est une installation qui est semi-enterrée et qui est conçue pour résister à tout type d'aléas, que ce soit séisme, on en parlait tout à l'heure, inondation, incendie, chute d'avion, malveillance. Et finalement, les options de sûreté de cette installation, elles visent à garantir l'absence d'impact sur les personnes comme sur l'environnement en toutes circonstances. Donc, ces options de sûreté, elles sont illustrées à l'écran. Je peux en citer certaines. Par exemple, le fait que les principaux bâtiments sont protégés par une paroi bunkerisée. Le fait que le génie civil, comme les principaux systèmes qui participent à la sûreté, sont résistants au séisme. Et le fait que ces systèmes sont redondants, disposent de plusieurs sources d'alimentation électrique et puis sont séparés géographiquement, le tout pour assurer la sûreté en toutes circonstances. Ces options de sûreté, elles font évidemment l'objet d'un contrôle de l'autorité de sûreté nucléaire qui, en 2019, a émis un avis, a jugé ces options de sûreté satisfaisantes à l'issue de l'instruction d'un dossier d'options de sûreté qui avait été remis au préalable par EDF. Alors, on va peut-être s'arrêter là, à moins qu'il y ait d'autres choses, je vous en prie. Je vais très Parce rapidement que sur quand les même... retombées socio-économiques, on va en parler, et je vous poserai la question. Très bien. Le calendrier, ça c'est peut-être important. La concertation du public, je vous poserai la question aussi. Très bien. Mais je vais quand même dire un mot sur le calendrier. Ouais. Le calendrier, donc EDF prévoit pour ce projet le dépôt d'une demande d'autorisation de création en 2023 et une mise en service en 2034. Alors, compte tenu de cette date de mise en service, et notamment pour sécuriser le besoin d'entreposage, EDF a demandé aussi à Orano, cette fois, d'étudier la densification de ces piscines. Donc c'est un projet pour lequel un dossier d'option de sûreté est en cours d'instruction au sein de l'autorité de sûreté et dont la... Qu'est-ce que c'est d'un mot, hein ? La densification, mais concrètement, ça consiste à... alors je laisserai M. Romary le présenter plus en détail, mais ça consiste à remplacer les paniers existants par des paniers qui permettent d'entreposer plus de combustible usé dans les piscines actuelles. Vous dites plus 30%, on rajoute 30% de matière. Alors c'est l'objectif, c'est-à-dire oui. on peut aller jusqu'à plus 30%, sachant que voilà, la mise en œuvre de ce projet de densification est visée en 2024. Je précise quand même à ce sujet que la densification des piscines d'Orano, c'est un projet qui est un projet transitoire, qui vient en complément de la piscine, justement pour sécuriser ce besoin de nouvelles capacités d'entreposage à horizon 2030 et qui n'a évidemment aucune vocation à se substituer à la piscine.
et en particulier sur le besoin d'entreposage sur le temps long. Pour conclure, Madame Rigaille, si vous voulez bien, et puis voilà, vous aurez à nouveau la parole. S'il y a des choses très importantes qu'on a oubliées, la concertation. Vous nous le dites, et puis on vous écoute évidemment. Anne-Cécile Rigaille, donc directrice générale adjointe de l'ASN, justement sur ce sujet de cette piscine. Alors effectivement, l'ASN suit avec beaucoup d'attention ce projet de piscine d'entreposage par EDF. Nous avions alerté dès 2010 en fait sur le fait que le fonctionnement du cycle du combustible induisait des accumulations de matières radioactives à certains endroits et qu'il allait falloir penser sérieusement et assez vite à leur entreposage dans des conditions sûres. Donc 2010, bon là on nous annonce une mise en service en 2034. On souhaite vraiment que avec une DAC en 2023. Voilà, une demande d'autorisation de création qui est prévue par l'exploitant en 2023. Donc on suit vraiment ce projet avec une grande attention. Effectivement, comme vous l'aviez mentionné, on a rendu un avis en 2019 sur les options de sûreté que vous nous aviez proposées. C'était un avis plutôt positif. Dans cet avis, finalement, l'ASN a eu l'occasion de fixer, de formaliser ses attentes à l'égard d'un entreposage moderne et d'un entreposage pensé pour des durées de plusieurs décennies, voilà, pouvant aller jusqu'au siècle. Et donc, d'où ces demandes fortes sur la résistance aux agressions, la bunkérisation, la robustesse des systèmes supports. Également des attentes fortes sur la qualité de conception, de construction et ensuite la possibilité d'aller contrôler en service l'état de la piscine elle-même, c'est-à-dire sa structure en béton, son revêtement métallique. Voilà, donc ça c'est des questions qu'on a posées au stade du DOS. Donc le dossier d'option de sûreté, c'est un exercice volontaire de la part de l'exploitant. Il peut ensuite, il poursuit sa conception, il peut la faire évoluer sur certains points. Il n'est pas tenu, c'est un exercice libre. Hein. Voilà, c'est un exercice libre. Il nous propose des options, on répond en disant si elles nous conviennent ou si on pense qu'il faut approfondir certains points. Maintenant, nous savons que EDF poursuit la conception, il approfondit la conception de cette piscine et donc on attend avec impatience le dossier de demande d'autorisation de création pour pouvoir se pencher sur cette conception finalisée. Donc, DAC, donc demande d'autorisation de création 2023, mise en service 2034, donc 11 ans. Vous dites, vous, que l'ASN, vous êtes plutôt en attente d'une solution pour ces combustibles usés ou en voie de recyclage. Pourquoi est-ce qu'il faut 11 ans entre la demande d'autorisation de création et la mise en service? Je ne sais pas, est-ce que c'est normal ou pas? Alors, ces 11 ans, finalement, comment est-ce qu'ils se décomposent? On a évoqué tout à l'heure la durée qui est nécessaire pour instruire cette demande d'autorisation de création, qui est donc, je veux dire, un gros dossier avec une description de l'installation. Alors exactement, c'est 3 à 5 ans. Et ça, j'allais dire, c'est la phase qui va s'ouvrir dès le dépôt de cette demande par EDF en 2023. Oui. Donc là, c'est 3 à 5 ans. Et ensuite, on construit l'installation. C'est quand même une installation d'envergure qui nécessite un certain volume de béton pour toutes les protections qu'on prévoit. On peut commencer la construction, il y a certaines parties qu'on peut commencer à construire sans avoir l'autorisation finale, le génie civil, etc. Alors le génie civil, typiquement, on attend d'avoir le décret d'autorisation de création pour commencer. Par contre, évidemment, on va anticiper un certain nombre de gestes, tout ce qu'on peut, pour notamment préparer le terrain. Mais dès lors qu'on construit, on a, j'allais dire, un temps qui est, j'allais dire, tout à fait proportionné au regard de l'envergure de l'installation, compte tenu de ses caractéristiques, qui prévoit donc dans un premier temps le génie civil, ensuite tout ce qu'on appelle les montages électromécaniques, c'est-à-dire la pose de l'ensemble des équipements qui constituent les systèmes, et puis ensuite l'essai de ces systèmes, d'abord par, j'allais dire, tronçon, et ensuite au global, avant la mise en service. Donc tout ça conduit à une mise en service en 2034. Alors nous avons avec nous Jean-Michel Romary, donc directeur de la programmation stratégique démantèlement et déchets à Orano. Monsieur Romary, on a une question de Yannick Rousselet qui vous dit vous nous reparlez du cycle, entre guillemets, du cycle qui n'existe pas. EDF se moque du monde. Et ne respecte pas la recommandation du Haut Comité sur la transparence. Alors c'est peut-être à EDF que je devrais du coup m'adresser, mais voilà, la question du cycle, jusqu'à quel point est-ce que le cycle est bouclé? Je peux répondre. Alors,
Oui, Alors, oui, pardon, je peux excusez-moi. répondre. Je vais apporter C'est- un premier élément. Allez-y, monsieur Michel. Justement, là, j'ai parlé en introduction du cheminement du combustible parce que on a tout à fait conscience qu'il ne s'agit pas d'un cycle fermé, mais néanmoins, on voit bien que le traitement du combustible, et je laisserai peut-être la parole à monsieur Romary pour le préciser, permet d'en extraire des matières qui sont valorisables. J'allais dire la grande masse des matières qui sont contenues dans les combustibles usés est valorisable, et c'est en ce sens que effectivement on met en place un recyclage qui permet notamment d'économiser des ressources naturelles. Je vais peut-être laisser monsieur Romary, vous vouliez ajouter un mot? Oui, vous m'entendez bien? Très bien. Oui, oui, quoi. Bon, c'est un débat qu'on a régulièrement avec Monsieur Rousselet, et on est d'accord pour dire que, bien sûr, le cycle n'est pas fermé. Le traitement des combustibles permet de revaloriser la grande partie des matières qui sont contenues dans les combustibles. Hein. On disait tout à l'heure, hein, 96% des matières sont revalorisables. Aujourd'hui, le plutonium, qui est la matière la plus énergétique, l'est. EDF a l'intention de reprendre la valorisation de l'uranium. Et donc, aujourd'hui, 10% des combustibles qui sont fabriqués le sont à partir de matières recyclées. Et à terme, jusqu'à plus de 20% le seront une fois que l'uranium aura été aussi revalorisé. Voilà. Et donc, in fine, on a 4% de déchets qui sont destinés, ça fait le lien avec le sujet précédent, au stockage CIGEO. Alors justement, j'ai une question sur ce lien entre ces déchets et CIGEO. S'il était décidé d'arrêter le retraitement des combustibles usés, ou si les usines de la Hague se trouvaient indisponibles, cet entreposage centralisé aurait-il la capacité d'accueillir le combustible usé jusqu'à son stockage dans CIGEO, ou bien une solution d'entreposage dédiée serait-elle nécessaire? Eh bien, alors je n'ai pas précisé déjà la capacité de cet entreposage. Donc cette piscine, elle est prévue pour accueillir jusqu'à 6500 tonnes de combustible usé. Ça représente un peu plus de la moitié des capacités d'ensemble disponibles dans les installations d'Orano à La Hague. Et donc cette capacité supplémentaire, j'allais dire, donne un horizon de plusieurs dizaines d'années sur la réponse aux besoins d'entreposage. Oui, le bassin fait 70 mètres de long, 30 mètres de large et 10 mètres de profondeur. Monsieur Romary, vous vouliez ajouter un mot là-dessus? Alors, je suis désolé, mais au moment où vous avez commencé à parler, j'étais coupé, donc je n'ai pas entendu le début de la question. On va poursuivre. Donc voilà, poursuivez et puis j'interviendrai aussi. Oui, pas de problème. On vous demande, c'est Patrick Royanet qui vous demande pourquoi la création de cette piscine n'a-t-elle pas été anticipée? Alors, la création de cette piscine, ça fait quand même un moment que, j'allais dire, elle est en cours, puisque on a évoqué le dossier d'option de sûreté. Le dossier d'option de sûreté qui a été déposé par EDF auprès de l'ASN l'a été début 2017. Et donc finalement, j'allais dire, le projet ensuite a suivi des étapes classiques avec l'instruction de ce dossier d'option de sûreté. Ensuite, j'allais dire, l'avis donc de l'ASN est intervenu mi-2019. On était sur le débat public sur le PNG MDR. Donc dans un cadre plus large, les enjeux relatifs à l'entreposage y ont été débattus. Et donc, quelque part, il était pertinent d'attendre les conclusions de ce débat public sur le PNG MDR en ce qui concerne l'entreposage, de manière à choisir le site et puis enclencher la concertation spécifique au projet piscine, qui est un préalable à la demande d'autorisation de création. Je vais en profiter du coup pour dire un mot sur cette concertation, ce que je n'ai pas pu faire parce que j'étais un petit peu long tout à l'heure. Donc, une concertation préalable à la demande d'autorisation est en cours, sous l'égide de la Commission nationale du débat public. Cette concertation, elle a, j'allais dire, deux objectifs principaux. Le premier, c'est d'informer largement le public sur le projet spécifiquement et son contexte. Et puis aussi d'évoquer particulièrement les modalités qui vont permettre la meilleure intégration du projet dans son territoire. Donc c'est une concertation d'ailleurs qui associe les trois CLI du Nord Cotentin, hein, donc la CLI Orano-La Hague évidemment, la CLI Flamanville et la CLI Andra. Elle va se poursuivre jusqu'au 18 février et j'encourage tous ceux qui le souhaitent à y participer.
Oui, 4 réunions d'information, 2 sont passées, 3 locales et puis une sera en visioconférence. Voilà. Alors, est-ce qu'on parlerait de densification un petit peu, hein? Vous nous avez évoqué que dans certaines piscines, effectivement, on peut changer le design des paniers qui accueillent les matières et de telle manière à pouvoir accueillir 30% de matière en plus. Et là, on a Yves Lheureux qui vous demande, la densification est annoncée comme une parade transitoire. Quelles interactions avec la piscine quand celle-ci sera opérationnelle? Je ne sais pas si vous voulez répondre, Monsieur Romary. Oui, quoi, après, en termes d'interaction, effectivement, c'est une bonne question. L'idée, et ça a été évoqué tout à l'heure, c'est quand même de construire à terme cette piscine d'entreposage centralisée pour y mettre les combustibles qu'on appelle MOX usés ou URE usés, dont le recyclage aurait lieu à plus longue échéance. Et donc, à un moment donné, et ça a aussi été mentionné, les 2500 tonnes de combustible à peu près qui sont déjà présentes à La Hague seront transférées dans cette future piscine d'entreposage centralisé. Donc il y a nécessairement des interconnexions déjà en termes de transfert de combustible usé. Ensuite, l'évolution en termes de densification des piscines actuelles, hein, il y a 4 piscines, mais 3 sur les 4 seront densifiées, ne change pas les pratiques de fonctionnement du site, bien entendu. Toutes les mêmes règles sont appliquées. Ça permet juste d'accueillir plus de combustible dans l'attente justement de transférer ça vers la piscine centralisée. Alors là, oui, je vous en prie, monsieur. C'était pour confirmer et compléter ce que disait Monsieur Romary, c'est-à-dire que voilà, la densification, ça permet à court terme d'augmenter les capacités globales, et pour tout ce qui relève de combustibles à entreposer sur la durée, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fait l'objet d'un premier recyclage, ils sont amenés à être entreposés dès la mise en service de la piscine, à y être acheminés progressivement. Alors, je voulais vous signaler qu'on a avec nous aussi Florence Gauthier. Madame Gauthier, n'hésitez pas à prendre la parole si vous voulez, hein. Vous travaillez à l'IRSN, vous êtes chef du service de sûreté des transports et des installations du cycle du combustible, voilà, à l'IRSN. Oui, bonjour. Donc à l'IRSN, c'est nous qui réalisons les expertises sur lesquelles s'appuie l'ASN pour délivrer ses décisions et ses avis. Donc à ce titre, nous avons effectivement expertisé en 2018 le dossier d'option de sûreté de la piscine centralisée, avis sur lequel l'ASN s'est appuyé pour faire sa décision avec les orientations que présentait Madame Rigaille. Nous avons également fait un avis sur le dossier d'option de sûreté de la densification et donc l'ASN est en train de prendre en compte cet avis. Donc voilà, effectivement, les paniers, je vois qu'il y a plusieurs questions sur ces paniers, ce sont des paniers de conception similaire à ceux qui existent, mais de taille réduite et qui sont modifiés pour prendre en compte les risques qui pourraient être induits par cette densification. Peut-être si je... Peut-être juste pour compléter... Excusez-moi. Alors, c'était juste pour compléter sur ce dernier point. Effectivement, ils sont modifiés. Donc leur taille est réduite. Ça permet donc d'utiliser moins de place, on va dire, quand on fait cet entreposage. Et ça permet de les rapprocher aussi un peu plus et donc d'avoir des places supplémentaires, d'où l'augmentation de capacité. Et là, la réduction de la taille globalement est permise parce qu'on change la conception et notamment le matériau qu'on utilise pour la fabrication. Et donc ces paniers seront fabriqués avec de l'aluminium qui contient du bore, qui permet de maîtriser des risques, notamment de criticité, qui sont liés qui sont inhérents à cet entreposage. Madame Rigaille. Peut-être pour rebondir et puis faire le lien aussi avec des discussions qui ont eu lieu en première partie de journée. En fait, l'idée du projet d'entreposage tel que EDF le développe, c'est d'avoir un niveau de sûreté supplémentaire par rapport aux piscines actuelles de La Hague. Et donc, c'est pour cette raison que l'ASN insiste sur le fait que construire une nouvelle piscine moderne, complètement bunkerisée, très résiliente, ou densifier des piscines existantes, ça n'est pas le même niveau de sûreté. Et c'est pour ça que la densification
destination ne peut être qu'une parade transitoire, liée au fait que voilà, un certain nombre d'années ont passé depuis le moment où le problème de la gestion à long terme des entreposages a été signalé par nos soins et que la piscine n'a pas pris beaucoup d'avance. Donc voilà, c'est une parade, il va falloir le traiter comme tel, et à l'ASN, donc nous sommes en train de préparer notre position sur la proposition d'Orano. Nous remercions l'ANCLI qui nous a fait une contribution sur cette prise de position qu'on est en train d'étudier. Et on a bien l'intention de doser au juste besoin, finalement, cette autorisation de densification pour que, à terme, le potentiel de risque aille plutôt du côté de la piscine moderne, on va dire, que des piscines anciennes. Des piscines anciennes, très bien. Alors, on parle beaucoup de piscines, on a même donné le nombre tout à l'heure de piscines existantes. Donc, il y en a 3, il y en aura une 4e, si j'ai bien compris. Et tout à l'heure, vous parliez de puits. Oui. Et alors, vous avez Sylvain Ascari qui vous dit, attendez, c'est la première fois que j'entends parler de ces puits, je pensais que tout était dans les piscines de stockage à La Hague. Peut-on avoir plus de précision? Et donc, qu'est-ce qu'il y a à La Hague? Monsieur Ascari se pose pas mal de questions là. Alors, je vais dire quelques mots et puis M. Romary pourra parler de ce qu'il y a chez lui. Simplement pour distinguer les combustibles usés, qui sont considérés comme des matières valorisables, enfin ça a été expliqué par les industriels, et les déchets. Donc tout à l'heure, j'ai répondu sur les déchets. Les déchets, ceux qu'on est sûr qu'on ne va pas réutiliser, qui sont donc conditionnés en colis de déchets, qui sont destinés à aller dans un stockage en couche géologique profonde. Et donc c'est bien ce type de déchets qui sont plutôt entreposés à sec, voilà, pas dans l'eau, et pour les plus radioactifs d'entre eux, plutôt en profondeur, alors pas la même profondeur que CIGEO, mais enfin en tout cas sous des dalles en béton. Les piscines de La Hague contiennent essentiellement des combustibles usés et également quelques déchets qui sont sous eau, mais là je laisserai M. Romary le repréciser, ça n'est pas la grande masse. Et donc c'est bien cette distinction entre combustibles usés destinés au retraitement et déchets déjà conditionnés en colis, voilà, qui sont entreposés différemment. C'est bien ça, c'est bien, je confirme, c'est bien, il y a bien une distinction et on ne parle pas du tout des mêmes matières d'un côté que sont les combustibles usés et d'un autre côté des déchets. Donc à La Hague, les déchets sont entreposés. Alors c'est surtout les déchets vitrifiés, c'est essentiellement les déchets vitrifiés qui sont entreposés dans ce qu'on appelle des puits où on empile plus d'une dizaine de conteneurs vitrifiés. Ils sont juste affleurants à la surface. Dessus, il y a une dalle de béton d'ailleurs et qui autorise ensuite à aller circuler au-dessus et à intervenir le cas échéant. Et puis, il y a d'autres déchets destinés à CIGEO qui, eux, sont entreposés dans d'autres types d'entreposage. C'est plus ceux de moyenne activité. Eux sont ils sont pas dans des puits, ils sont empilés dans un certain nombre d'entreposages avec sur 2 ou 3 niveaux selon le type de déchets, que ce soit les déchets dits compactés métalliques qui sont un autre type de déchets destinés à CIGEO ou des déchets de type cimenté qui sont le 3e type de déchets qu'on peut envoyer, en plus du dernier qu'on a déjà évoqué, que sont les déchets bitumineux ou bitume. Voilà. Mais ceux-là ne sont pas dans des puits, il y a uniquement les verts, déchets dits vitrifiés, qui sont dans des puits. Il y a une question, M. Michel, on vous demande, est-ce que cette piscine est aussi appelée à accueillir des combustibles de réacteurs qui ne se situent pas sur le sol français? Alors la réponse est très claire, c'est non. Voilà, c'est court. C'est une piscine qui va entreposer des combustibles usés issus du parc nucléaire français. Parfait, très bien. On vous demande aussi, effectivement, quid des déchets venant des autres pays? Alors déjà, donc là, on parle bien de combustibles usés et pas de déchets. Combustibles usés avec vous. Puis, peut-être leur préciser, si je peux me permettre d'intervenir. On reçoit, et on a reçu, alors actuellement cette activité est assez réduite, on reçoit des combustibles usés de pays étrangers qu'on est amené à retraiter, de la même manière qu'on le fait pour des combustibles venant du parc français. Et donc on les entrepose, ces combustibles, dans l'attente de leur traitement dans les piscines de La Hague, mais celles d'Orano. Elles sont bien sûr à terme, s'il en restait au moment de la mise en œuvre de la piscine centralisée EDF, ils ne sont pas du tout destinés à être entreposés dans la piscine EDF, qui est destinée à ses propres combustibles. Et en tout cas, quand on traite ensuite ces combustibles usés étrangers, on renvoie la matière sous forme d'autres combustibles réutilisables dans les centrales, et on renvoie les déchets issus du traitement de ces combustibles. Et donc, ce sont des opérations qui sont la responsabilité d'Orano.
Monsieur Farah, on revient d'un mot à CIGEO parce qu'on a une question de Dominique Boutin qui vous dit, et si CIGEO finalement ne se fait pas ou s'avère infaisable, qu'est-ce qu'on fait? Quel est le plan B? Alors, il y a plusieurs sujets dans cette question. Le premier, c'est si on dépose l'autorisation de création dans le courant de l'année 2022, c'est qu'on pense que collectivement, on a quand même avancé suffisamment pour penser que cette installation est réalisable. Encore une fois, avec l'instruction à conduire par les évaluateurs et ce travail au long cours. Si on ne faisait pas CIGEO, alors d'une manière générale, ça renvoie à la question, c'est du coup on n'aurait pas de solution durable pour la gestion des déchets radioactifs de haute activité, de moyenne activité à vie longue. Alors pour autant, aujourd'hui, ils sont déjà entreposés dans des installations, c'était évoqué tout à l'heure et à l'instant, ce sont des installations qui sont sûres. La seule problématique de ces installations, c'est qu'elles ne sont pas sûres sur des très longues échelles de temps, et donc il faudra soit accepter de reprendre régulièrement ces installations pour faire de la jouvence, de la maintenance, et exposer les déchets potentiellement exposer des risques pour les personnes qui feront ça. Voilà. Donc nous, côté de l'ANDRA, on est convaincus qu'on peut réaliser CIGEO. C'est d'ailleurs pour ça qu'on va déposer la demande d'autorisation de création prochainement. Parfait, merci infiniment à tous. Merci à vous, Monsieur Romary, qui étiez à distance. Et ben voilà, c'est la fin de notre premier chapitre du matin. Un petit questionnaire de satisfaction vous est proposé. N'hésitez pas à y répondre. On se retrouve dans 1h30. À 13h30, on va parler démantèlement, déchets de très faible activité. Il y aura une table ronde dans laquelle on va discuter de la manière dont on se représente, nous collectivement, nous, grand public, le risque nucléaire et comment est-ce qu'on peut essayer d'améliorer la participation du public et la culture de précaution. Et vous allez voir qu'il y a des idées nouvelles en la matière. À tout à l'heure. Bon appétit.